Ousmane Dembélé est très énervé et il l'a fait savoir. Sorti à la 27e minute de jeu face à l'AS Monaco, au moment où le Paris Saint-Germain était mené 2-0, il sera remplacé par le Golden Boy Désiré Doué, qui sera le véritable chef d'orchestre de la victoire du Paris Saint-Germain. Une victoire du PSG donc que Dembélé a vécu sur le banc, mais ce n'est pas ce qui l'agace en ce moment, car si finalement sa blessure est plutôt bénigne et il y a eu plus de peur que de mal, il devrait donc être rapidement de retour sur les terrains. Il n'a pas du tout apprécié la façon dont les médias ont tourné ses phrases après la défaite face à Rennes. Selon lui, les médias auraient tenté de créer un climat hostile dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, comme ils en avaient l'habitude il y a un certain moment lorsqu'ils aimaient envenimer les choses entre Neymar et Edinson Cavani ou entre Neymar et Kylian Mbappé. En gros, les médias voulaient créer une fitna entre Dembélé et Désiré Doué en exagérant les propos du Ballon d'Or, alors qu'ils avaient été plutôt clairs. Et c'est justement ce que le vice-capitaine du Paris Saint-Germain a tenu à clarifier dans le vestiaire avec ses partenaires, en coupant court à toutes les rumeurs et les tournures de phrases que les médias avaient tenté d'imposer dans le vestiaire, ce qui a donné d'ailleurs au fait que les joueurs ne se sont absolument pas voulus lors de la réunion, que tout a pu être mis à plat et qu'encore une fois, les joueurs ont expliqué que l'ambiance était tellement saine dans le vestiaire qu'une embrouille était de toute façon impossible. Et d'ailleurs, selon les indiscrétions de Fabrice Hawkins, la célébration de Désiré Doué répondait en fait aux médias et non pas aux critiques contre sa propre personne. Une façon de dire que le Paris Saint-Germain était toujours soudé et qu'il n'entendait pas les bruits extérieurs. Encore une fois, on pourra dire ce qu'on voudra. Avoir un vestiaire sain est indispensable lorsqu'on veut monter une équipe collective. S'il y a quelques années au Paris Saint-Germain, certains n'auraient absolument rien cherché à savoir et auraient tout fait péter. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est entre les mains de joueurs qui se respectent et qui sont sains d'esprit, dont le but est de tous se tirer vers le haut, d'avancer ensemble pour continuer de gagner. On avait très peu de doutes sur le côté intellectuel de Désiré Doué, mais la réponse qu'il a donnée hier soir prouve qu'on avait totalement raison. Extrêmement critiqué ces dernières semaines et à juste titre, tant l'attitude de Désiré Doué sur le terrain laissait aller. Le joueur de 20 ans s'oubliait complètement par moments, oubliant également complètement ses partenaires. Le joueur était individualiste et pensait qu'il pouvait gagner les matchs à lui tout seul, ce qui malheureusement créait un trop gros déséquilibre dans l'attaque du Paris Saint-Germain, jusqu'à force de se déconnecter de ses partenaires, il coupait le lien avec eux. Et bah hier soir, Désiré Doué est rentré avec la plus grande des humilités sur le terrain. Remplaçant en début de partie, il remplacera Ousmane Dembélé qui sortira sur blessure. Il a été complètement décisif puisqu'il a inscrit un doublé et est également à l'origine de l'égalisation parisienne. Mais il aurait pu également terminer le match avec 2 ou 3 passes décisives parce que hier soir, en termes de caviar, eh bien Désiré Doué a totalement distribué. Si maintenant ses partenaires n'ont pas marqué et n'ont pas alourdi la marque face à l'AS Monaco, cette fois personne ne peut en vouloir à Désiré. Maintenant sur sa réaction, même en après-match en interview où il explique qu'il avait besoin d'une petite remise en question et que ça y est maintenant, il a compris, le Paris Saint-Germain doit passer avant tout, le collectif du PSG doit passer avant tout, vu le style de jeu imposé par l'entraîneur, il aurait pu bouder et se sentir persécuté comme la majorité des jeunes de sa génération lorsque leurs attitudes sont critiquées à juste titre. Eh bien Désiré Doué lui a décidé de répondre de la plus belle des façons, en étant performant mais surtout en montrant qu'il avait entendu et écouté les critiques. Les gars, quand on vous dit qu'on tient un truc générationnel avec Désiré Doué, au-delà de ce qu'il est capable de faire sur le terrain, sa mentalité l'emmènera très loin. Et en plus, le totem fonctionne toujours. Chaque fois que Désiré Doué marque un but, le Paris Saint-Germain gagne. C'est tout bénef. Et bah du coup, grâce à Kylian Mbappé, on a la confirmation qu'on peut être une légende du football et pourtant raconter bien de la merde. L'ancien gardien et capitaine de la sélection paraguayenne José Luis Chilavert s'est fendu d'une déclaration complètement homophobe et surtout complètement hors de propos en direction du capitaine de l'équipe de France. En effet, l'ancien joueur de Strasbourg qui déjà après avoir témoigné son soutien à Prestiani explique que Kylian Mbappé est un hypocrite puisqu'il parle de valeur alors qu'il se taperait une femme trans. Pourquoi est-ce qu'on sanctionnerait Prestiani? Une telle sanction donnerait l'impression à la communauté LGBTQA+, qu'elle est un modèle à suivre, ce qui est faux. Le football est un jeu réservé aux hommes, des hommes qui autrefois se disaient toutes sortes de choses. Depuis l'ajout des micros et des caméras, le football est devenu efféminé. Franchement, un tel concentré de conneries, j'avais pas vu ça depuis des années. Déjà, première des choses, où est le rapport avec le fait que les hommes noirs en aient marre de se faire traiter de singes et le fait de savoir avec qui baisse Kylian Mbappé? Je le répète, mais Kylian Mbappé peut se taper des hommes s'il en a envie, on en a rien à foutre. Là, ce que Chilavert est en train de faire, c'est de complètement détourner le débat. Là où nous sommes en train de dénoncer le racisme, lui est en train de nous parler d'histoire de cul, alors qu'on en a rien à branler. Et en plus, il fait comprendre que si t'es de la communauté LGBTQA+, eh ben donc tu n'as pas de valeur et donc tu mérites de te faire insulter ou de te faire humilier. En plus, Temal Vislar, il sait très bien ce qu'il fait puisqu'il va sur le domaine de l'homosexualité, parce qu'il sait très bien que tous les misogynes homophobes qui composent le football, et ils sont très nombreux, vont lui donner raison sur ce sujet et complètement éluder le sujet de départ, à savoir le racisme. Donc en plus de valider les propos racistes, il est complètement homophobe et complètement has-been, il raconte vraiment que de la merde. Et en vrai, ça corrobore totalement les propos que je tenais dans ma vidéo qui est sortie sur mon compte secondaire, où je vous disais que les mecs comme lui ou comme Daniel Riolo ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit ou ce qu'on subit au quotidien, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. C'est d'ailleurs ce qu'explique Lilian Thuram, qui répète
répond aux propos de José Mourinho que les personnes qui n'ont pas vécu le racisme mais qui veulent nous dire à nous les hommes noirs comment on devrait réagir quand on subit le racisme, ce sont des jugements avec un sentiment de supériorité et de narcissisme blanc pour réussir à penser que tous les noirs sont fous, que tous les noirs seraient paranoïaques et s'inventeraient des histoires, comme si on avait tous un gène en commun qui nous poussait à mentir, plutôt que de regarder la vérité en face et de voir à quel point le monde est raciste. Et encore une fois, on peut être une légende du football, avoir marqué plus de 100 buts en étant un gardien de but et pourtant appartenir à cette caste. José Mourinho a-t-il pété les plombs? Hier soir, lors de la victoire du Real Madrid face à son équipe du Benfica Lisbonne, José Mourinho était aux premières loges pour voir le conflit qu'il y a eu entre son joueur Cristiani et Vinicius Junior. L'Argentin est accusé d'avoir traité Vinicius Junior de singe. Il y a même une enquête qui a été ouverte par l'UEFA et le joueur risque 10 matchs de suspension. Il y a des vidéos qui montrent clairement que le joueur n'est absolument pas tout blanc et qu'il aurait bien tenu des propos racistes à l'encontre du joueur du Real Madrid. Et avec tout ce flot qui déferle sur le joueur, le Benfica Lisbonne, eux, apportent leur soutien à l'Argentin. Mais c'est surtout l'attitude de José Mourinho qui ne passe absolument pas. L'entraîneur de Benfica est entre guillemets dans son rôle lorsqu'il décide de prendre la défense de son joueur, expliquant qu'il n'a rien entendu et surtout que son joueur donne un discours complètement différent de celui de Vinicius. Mais là où il a pété les plombs, c'est quand il explique que Vinicius Junior a provoqué cette situation car il est allé danser au poteau de corner et que c'est ce qui a mis le feu aux poudres entre son joueur et celui du Real Madrid, et qu'en gros si Vinicius Junior aurait subi du racisme, c'est parce qu'il l'a cherché. Alors peut-être que José Mourinho n'a pas de mémoire, mais nous on en a. L'homme qu'on a appelé le Special One dans le football est devenu célèbre non seulement pour ses victoires, mais aussi et surtout parce qu'il était le premier à aller provoquer tout un stade lorsque son équipe remportait la victoire. José Mourinho était connu pour être hyper excentrique, que ce soit dans ses réactions lors des victoires ou lors des défaites de ses équipes. S'il s'est effectivement assagi maintenant qu'il a la soixantaine, il est sûrement la personne la plus mal placée au monde pour dicter sa façon de célébrer un joueur sur le terrain, surtout quand il ne s'agit pas du sien. Maintenant, si on prend juste les arguments qu'il a utilisés pour défendre son joueur, pour moi c'est encore pire, parce que ce que José Mourinho nous explique, c'est qu'une fois encore, lorsqu'un blanc, surtout un argentin, voit un noir en train de briller, le premier réflexe qui lui vient pour tenter de l'humilier, c'est toujours le racisme. Les Argentins ne sont pas racistes, mais c'est quand même souvent des Argentins qui viennent nous péter les couilles avec leur racisme. Lors du match des barrages de Ligue des Champions qui opposait le Benfica au Real Madrid, un match où le Real Madrid s'est imposé 1-0 grâce à un but superbe de son ailier gauche brésilien. Et sur ce but justement, Vinicius ira faire une célébration au poteau de corner qui nous a rappelé celle de Roger Mila lors de la Coupe du Monde. Et bien visiblement cette célébration n'a pas plu à l'Argentin Gianluca Prestiatini, qui qualifiera alors Vinicius de singe à 5 reprises avant que cela ne dégénère, et qui s'est même caché la bouche pour qu'on ne puisse pas lire sur ses lèvres, mais également en faisant ce geste, pour les gens qui ont joué au foot, vous le savez, ça veut dire généralement qu'on ne veut pas s'exprimer face à quelqu'un qu'on estime puer. Et généralement, les racistes avec les noirs, ils aiment bien nous taxer de personnes qui sentent mauvais. Alors que bon, si on doit comparer nos hygiènes... Bref, sur la séquence, on peut donc voir Vinicius Junior entendre parfaitement ce que lui dit l'Argentin. Il va alors immédiatement en référer à l'arbitre, et quand on voit la réaction du milieu de terrain argentin, on comprend immédiatement qu'il s'est fait prendre et qu'il a clairement le seum d'avoir été pris. Le temps d'avoir un début d'investigation, mais surtout le début d'un rapport, l'arbitre suspendra la rencontre. Et pendant ce laps de temps, Kylian Mbappé, en brave qu'il a été hier soir, viendra qualifier le milieu de terrain argentin de ce qu'il est, c'est-à-dire un raciste. Et lorsque le match reprendra, des supporters de Benfica qui n'ont absolument rien dans la cervelle mimeront alors des singes en direction de Vinicius Junior, ce qui surprend visiblement Daniel Riolo, qui ne comprend pas pourquoi il y a toujours du racisme autour de Vinicius Junior dans tous les stades du monde, parce que malheureusement il ne comprend pas que oui, même si tous les blancs ne sont pas racistes, eh ben il y a des racistes partout. En tout cas, c'était le chaos à Benfica hier soir après la rencontre. On dit même qu'une bagarre aurait éclaté entre dirigeants de Benfica et du Real Madrid. Que ce soit vrai ou faux, tous les joueurs du Real Madrid ont soutenu Vinicius Junior. Kylian Mbappé en a même fait de la récupération devant les médias en expliquant qu'il estimait que le joueur argentin ne devait plus jouer en Ligue des Champions de toute sa carrière, et il a pas vraiment tort. Ancien joueur de la sélection brésilienne, Felipe Melo a soutenu Vinicius de la même façon qu'il taclait sur les terrains. Légende absolue du Benfica Lisbonne, Luisao lui s'est dit honteux de l'attitude du joueur qui représentait Benfica hier soir. Il explique même que ses excuses dans le communiqué où il se défend d'être raciste alors que le monde entier a vu son geste ne fait qu'accentuer la rage que l'on peut ressentir en tant que noir, et de voir qu'en 2026 de tels actes existent toujours. On va pas réexpliquer pourquoi c'est normal pour un Argentin de ne pas aimer les noirs, ce n'est pas dans ses gènes mais dans la culture de ce pays. Bref, je suis pas là pour vous refaire un cours d'histoire, mais en tout cas, fuck les racistes, on s'excusera jamais d'être noir et on n'aura jamais honte d'être ce qu'on est. Vinicius Junior va probablement changer le monde du football. Hier, je vous expliquais que depuis quelques années, Vinicius Junior était devenu le véritable symbole de la lutte contre le racisme dans le football, que c'était d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle c'était toujours lui qui était visé par les supporters avec des actes racistes, ou
même avec les joueurs directement sur le terrain, comme ce fut le cas mardi soir quand le Real Madrid se déplaçait à Benfica et que Pestiani a couvert son visage pour insulter 5 fois Vinicius de singe. Et bien grâce à cet événement, ou à cause de cet événement, ça va être en fonction, la FIFA va accélérer un programme qui était déjà en cours, c'est-à-dire travailler avec les arbitres pour trouver un barème de punition pour les joueurs qui couvrent leur visage lorsqu'ils s'embrouillent avec d'autres joueurs sur le terrain. En gros, une règle va bientôt naître dans le football qui va interdire les joueurs de couvrir leur visage lorsqu'ils se parlent entre eux sur le terrain, ce qui permettra plus facilement d'analyser ce qu'ils se disent et de sanctionner immédiatement ceux qui auront des propos racistes. Déjà qu'il était le visage et le symbole de la lutte contre le racisme dans le monde du football, eh bien si jamais cette loi est adoptée, Vinicius Junior aura donc laissé une trace indélébile dans ce sport grâce à sa lutte acharnée contre le racisme. Autant certains détestent le joueur et les attitudes qu'il peut avoir par moment sur le terrain, mais en tout cas ce que l'homme est en train de faire dans ce sport, faut juste applaudir. C'est assurément le feuilleton de l'année. Coup de tonnerre sur la Canebière. Alors que Mehdi Benassia avait posé sa démission il y a 2 jours de son poste de conseiller sportif de l'Olympique de Marseille, cette proposition a été refusée par le propriétaire du club, Franck McCourt, qui a alors immédiatement quitté les États-Unis pour se rendre à Marseille afin de maintenir Benassia à son poste, mais surtout de lui donner plus de pouvoir, c'est-à-dire les pouvoirs que possédait Pablo Longoria. Et du fait que Mehdi Benassia est donc conforté dans son poste, mais du coup également promu, Pablo Longoria est quant à lui complètement déclassé à l'Olympique de Marseille, tout corrupt et relégué à un poste beaucoup plus administratif. Non, regardez-moi, corruption. Situation qui ne plaît évidemment pas à l'Espagnol, qui menace aujourd'hui à son tour de démissionner de son poste de l'Olympique de Marseille. Décidément, dans ce club, tout le monde veut quitter le navire. Et alors qu'on pensait que ce revirement de situation aurait pu faire revenir Roberto De Zerbi sur sa décision de quitter l'OM, eh bien il n'en sera rien, puisque c'est donc bien Habib Beye qui va devenir le nouvel entraîneur du club. Et sa mission est très claire, il doit terminer la saison de l'Olympique de Marseille en allant remporter la Coupe de France, mais surtout terminé dans le top 3 de la Ligue 1, un top 3 que l'OM a quitté depuis 2 journées et est désormais à 5 points derrière, puisqu'avec la victoire de l'OL ce week-end, les Lyonnais sont en train de prouver qu'ils sont bel et bien le seul olympique. C'est pratiquement du jamais vu dans l'histoire de la Ligue 1 et je dirais même du football tout court. Un directeur sportif qui est donc sauvé par son propriétaire et qui est donc promu face à son président qui lui se retrouve déclassé. Si c'était un épisode de Dallas ou de Destiny, tout le monde trouverait ça normal, sauf que là ça se passe dans la vraie vie et il y a vraiment que l'OM qui pouvait inventer un truc que même le Paris Saint-Germain des Qataris n'a jamais réussi à faire. La question, il va désormais falloir la poser aux Marseillais. C'est quoi déjà l'excuse que vous nous sortez depuis 15 ans pour ne pas être performant aux Coupes d'Europe quand vous avez une ville de 50 000 habitants qui vient littéralement sur les 3 derniers matchs de taper 3 des meilleures équipes du monde? Si vous l'avez raté hier soir, l'Inter Milan, finaliste de la dernière Ligue des Champions, s'est incliné 3-1 sur le terrain de Bodo Glimt pour le match aller de leur barrage de la Ligue des Champions. Une victoire qui peut paraître surprenante si vous n'avez pas suivi la saison de Bodo Glimt, mais qui est en réalité le 3e coup d'éclat de cette ville, puisque sur les 3 derniers matchs des Norvégiens en Coupe d'Europe, ils ont tout simplement explosé Manchester City 3-1 dans un match rocambolesque, battu l'Atlético Madrid 2-1 après avoir été mené au score, ainsi que donc l'Inter Milan hier soir. Et puisque ce qui nous intéresse c'est évidemment l'argent, eh bien sachez que le budget de Bodo Glimt est de 50 millions d'euros sur l'année 2025-2026, contrairement à l'Olympique de Marseille qui possède un budget de 280 millions d'euros. Donc encore une fois, toujours mettre l'argent en avant et nous expliquer que c'est le budget qui empêche l'Olympique de Marseille de remporter le moindre titre, ou par exemple d'être la seule équipe qui n'a pas réussi à marquer au moins un seul but au FC Bruges sur leurs 14 derniers matchs de Ligue des Champions. Il y a un moment donné où va falloir que certains se regardent en face et arrêtent de se mentir, arrêtent d'utiliser le Paris Saint-Germain comme excuse et trouvent de réelles solutions pour leur club, parce que là, avec l'évolution du foot, même les excuses basiques finissent par devenir obsolètes. La Juventus vient de se manger un cinglant 5-2 à Istanbul pour son match aller des barrages de la Ligue des Champions face à Galatasaray, dans un match qui n'a souffert d'aucune contestation. Galatasaray était meilleur que la Juventus, la Juve qui se retrouvera à 10 contre 11, mais même à 11 contre 11, les Italiens étaient dominés par la furia des Turcs, et ça me fait penser à ce qu'avait dit un visionnaire il y a quelques années lorsqu'il avait dit le football a changé. Et aujourd'hui, si vous êtes amoureux des clubs à travers le statut qu'ils ont dans le football, eh ben vous devez souffrir. Car si vous retournez dans le temps et que vous dites ça à des personnes il y a 20 ans, personne ne vous croira. Le Paris Saint-Germain est tenant du titre de la Ligue des Champions, une Ligue des Champions qu'a remporté Manchester City, club véritablement obscur de Première Ligue et qui n'avait que pour valorisation d'être connu parce qu'ils étaient dans la même ville que Manchester United. Manchester United qui ne joue même plus la Ligue des Champions depuis quelques années. Et généralement lorsqu'il la joue, eh bien c'est pour se faire humilier. La Juventus qui a donc pris 5 buts dans un match à élimination directe en Ligue des Champions. Mais ce n'est pas la seule équipe italienne, parce qu'il y a à peine 7 mois, l'Inter Milan a également pris 5-0 en finale de la Ligue des Champions. On a donc 2 des clubs historiquement les plus solides et les plus difficiles à manier en Coupe d'Europe qui ont pris
5 buts au cours d'un match de C1. Le Barça n'a plus dépassé les demi-finales depuis 2015, ça fait donc 11 ans. Et attention, hein, même pour le Bayern Munich, ça commence aussi un petit peu à dater, que là on arrive sur la 6e année où le Bayern n'est plus jamais allé en finale. Allez voir les gens en 2006 et dites-leur ça, personne va vous croire. On peut penser ce qu'on veut du personnage, mais en tout cas, je pense que même lui ne s'attendait pas à ce que sa phrase prenne autant de sens au fil des années. Le football a bel et bien changé et on en est tous témoins aujourd'hui.